Astrid Panosyan-Bouvet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Volodymyr Zelensky a été reçu aux États-Unis hier par Biden, par le Congrès. Est-ce que c'est là-bas que se joue l'issue du conflit ? Je pense que l'aide américaine a quand même été capitale, malgré l'aide européenne qui a aussi été significative. Mais on a bien vu que les États-Unis ont, de par à la fois l'aide financière et l'aide militaire en armement stratégique, été clés dans la capacité des Ukrainiens non seulement à se défendre, mais aussi maintenant à faire des avancées décisives. Ce sont les missiles patriotes qu'il est allé chercher là-bas, Zelensky, c'est-à-dire des missiles de défense antiaérienne. Est-ce que c'est de l'escalade dans le conflit ou simplement une manière défensive ? Je pense que ça intervient d'abord à un moment où on arrive maintenant donc dans l'hiver, donc une période décisive, et ça intervient aussi à un moment décisif aux États-Unis, après les midterms, où la majorité à la Chambre des représentants va changer, va devenir républicaine. Donc je pense que c'était essentiel aussi pour le président ukrainien de rappeler que malgré ces changements politiques législatifs aux États-Unis, le destin ukrainien reste essentiel à la fois pour la sécurité européenne, mais pour la sécurité des États-Unis. Ça sera plus dur pour lui d'obtenir des crédits ou des armes avec la nouvelle majorité. En tout cas, le contexte a changé et donc de nouvelles incertitudes pèsent. Emmanuel Macron en profite d'ailleurs pour s'exprimer dans Le Monde sur ce sujet. Il rappelle qu'il faudra donner des garanties de sécurité à la Russie. Est-ce que c'est opportun de rappeler cette proposition alors que la guerre n'est pas finie ? Je pense qu'il faut d'abord être très clair, et ce qu'a dit le président Macron, que la victoire de l'Ukraine passe par la défaite de la Russie, ça c'est un premier point, mais qu'il faut ensuite préparer l'après. Donc je pense que le président Macron a raison de se projeter aussi dans l'après pour que nous soyons non pas dans une espèce de paix instable ou de guerre larvée, comme nous l'avons été depuis 2014 quelque part, entre l'Ukraine et la Russie, mais dans quelque chose où un climat de confiance peut s'instaurer. Mais aujourd'hui, on n'en est clairement pas là, ça c'est sûr. L'après, pour le président Macron, c'est un après où faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, il le juge inacceptable pour la Russie. Ça serait aller trop vite en besogne, en effet ? Je pense qu'il faut en tirer les enseignements aussi, c'est-à-dire que quelque part, en tout cas pour les pays baltes, pour la Pologne, l'OTAN a été une véritable défense aujourd'hui qui a sacralisé leur territoire par rapport à une menace russe qui s'est avérée effectivement effective. C'est l'assurance vie. C'est une forme d'assurance vie, et donc je pense que c'est difficile après l'épreuve que passent les Ukrainiens de leur enlever cette perspective et de leur donner d'autres garanties qu'une assurance vie telle que l'OTAN. En tout cas, c'est ce que moi je perçois de la situation aujourd'hui. Alors David nous le rappelait dans sa chronique, la grève SNCF gâche un peu les fêtes de fin d'année, elle soulève beaucoup de critiques. Est-ce que vous considérez cette grève comme irresponsable, illégitime ? Ah oui, moi je partage le désarroi des 200 000 Français qui se préparaient à aller rendre visite à leur famille et qui se retrouvent sur la touche aujourd'hui pour une grève qui est celle de 3 500 personnes, il faut le rappeler. C'est un conflit qui date depuis novembre, sur lesquels les organisations syndicales semblent aussi dépassées, puisque c'est un collectif qui s'est organisé. Et donc, moi, je partage le désarroi, la colère. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais il y a des moments où il faut aussi, parce qu'il y a une conscience professionnelle, accepter la trêve. Et Noël, ou la période, surtout dans l'année que nous avons traversée, il faut pouvoir donner un peu de trêve et de pause pour nos concitoyens. La base est excessive, les syndicats sont débordés, mais la direction n'a peut-être pas su trouver les mots, le calendrier, la méthode. Sans doute, parce que c'est quelque chose qui date, encore une fois, qui ne s'est pas développé depuis quelques jours. C'est un conflit, en tout cas des revendications qui ont commencé à monter depuis début novembre. Donc je pense que les torts sont sans doute partagés. Alors on voit le geste commercial de la direction de la SNCF de vouloir doubler le remboursement, mais ça n'empêche que le tort est là et que les gens ne pourront peut-être pas se rendre auprès des leurs pendant les fêtes, et ça c'est vraiment regrettable. Des syndiqués aussi inflexibles, une tension sociale permanente. Est-ce que ce n'est pas inquiétant avant d'aborder la réforme des retraites, dont on sait que traditionnellement elle jette aussi les mécontents dans la rue ? Alors je pense que vous dites des syndiqués aussi inflexibles, justement, je pense que c'est ça aussi la difficulté de la gestion de la SNCF aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas nécessairement de partenaires en face, puisque c'est un collectif de syndicats, de personnes en fait, qui s'est organisé en dehors des syndicats, et qu'en plus la base syndicale est visiblement divisée sur les propositions qui ont été mises sur la table. Et c'est effectivement un des risques qu'on peut avoir avec la question des retraites. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse que d'abord on se soit donné le temps pour pouvoir traiter cette question. C'est repoussé au 10 janvier. Le 10 janvier, non mais même par rapport à
septembre, hein, puisqu'il y Tout a à fait, ça des devait velléités de passer très, passer très vite. voilà, à l'automne, d'organiser ces discussions autour de 3 thématiques essentielles qui sont l'équité et la justice. Je pense notamment à la question des petites pensions, de la pénibilité, la question des seniors au travail. On va en Pourquoi parler. est-ce que le sujet est anxiogène? C'est que 50% des gens qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite sont déjà en dehors du marché du travail. Et la question financière qui est assez essentielle. Prenons-les dans l'ordre. La question financière, pas de passage brutal à 65 ans, a dit Éric Ciotti Oui. à Elisabeth Borne. C'est-à-dire l'équation financière brutale de l'âge pivot, Oui. elle est récusée par la droite, dont vous avez besoin si vous voulez une majorité. Est-ce qu'il faut écouter ce message et réfléchir sur 63 ans, 64 ans, allonger les trimestres, etc. Alors vous commencez par la question financière. Moi, je pense qu'il faut précisément traiter les 3 questions en même temps. Parce qu'aujourd'hui, la retraite, c'est le reflet du monde du travail. Et pourquoi est-ce que la retraite est un sujet aussi anxiogène? C'est que c'est vécu comme un bonheur différé par rapport aux difficultés qu'on connaît. Vivement la retraite. Donc, il faut traiter les 3 points. Mais puisque vous m'invitez à parler de la question financière en premier, même si je souhaite aborder les 3 sujets en même temps, et on va y arriver, eh bien, je pense que la proposition que met sur la table M. Ciotti est très responsable. C'est-à-dire d'être sur 64 ans, avec, pourquoi pas, un panachage aussi sur l'accélération de la réforme Touraine, hein, qui augmente voilà, les annuités tous les 3 ans d'un trimestre. Eh bien, pourquoi pas accélérer, mais d'arriver à un panachage qui ne semble pas aussi... Je pense que c'est une très bonne méthode et et je trouve que c'est très responsable de la part du dirigeant LR que de mettre cette proposition sur la table. Plus responsable qu'Édouard Philippe qui proposait 67 ans tout de suite il y a quelques mois dans une interview. Oui, ça m'avait surpris d'ailleurs qu'il avait C'était brutal, proposé, ça, c'était jupéiste. Voilà, je pense qu'il voulait en tout cas je pense qu'il voulait, et il avait raison aussi de le faire, Édouard Philippe, dire qu'il y avait quand même une urgence à traiter aussi de la question financière pour pouvoir préserver notamment et le système et la capacité à pouvoir rehausser les petites retraites. Vous souhaitez un 49.3 dans un véhicule législatif tel que le PLFSS ou bien plutôt une vraie loi avec une vraie majorité? Alors moi, le sujet, c'est pas le véhicule législatif. D'ailleurs, quand on dit français, c'est... Non, ce que je souhaite d'abord, c'est une acceptabilité sociale. Et donc, il doit se faire passer par un débat. Deuxième sujet, la pénibilité. Oui. Alors, il y avait une usine à gaz montée il y a quelques années sous le mandat de François Hollande. Elle n'a pas fonctionné. Certains disent aujourd'hui, il faudrait attendre que la médecine du travail dise un tel ou une telle a été cassée par le travail pour donner des points pénibilité. Est-ce que vous avez une troisième solution ? C'est un vrai sujet, la pénibilité. On a un des records en Europe d'accidents du travail, d'accidents mortels du travail. On a plus d'accidents du travail en France qu'en Allemagne, alors qu'on a moins de métiers industriels. Donc il y a un vrai sujet et un vrai impensé autour des sujets de pénibilité en France et des conditions de travail en France. Et donc je pense qu'on est sans doute allé trop loin entre 2017 et 2022 sur la volonté de simplification de ce que vous appelez l'usine à gaz de la pénibilité, notamment sur la question du port de charge, qui est un vrai sujet pour ceux qui travaillent en logistique, en EHPAD, à l'hôpital. Et donc là, il y a nécessité de les fonctions, les postes, les postures, c'est ça qu'on doit prendre en compte. Exactement. Mais c'est pour pouvoir prendre en compte le sujet de l'usure des corps. Ça veut dire qu'on travaille différemment quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 60 ans. Et effectivement, je pense que la prévention, on a vu des choses très importantes qui ont été mises en place avec le PLFSS, notamment sur les 3 examens. Mais la prévention, ça a toujours été le parent pauvre de la santé en France. Il y a des vrais parents pauvres en matière de prévention, et notamment sur la médecine du travail, qui doit, elle aussi, être renforcée parce que plus en lien avec les métiers des personnes. Alors, partir plus tard ne sert à rien si les entreprises, en effet, licencient leurs employés à partir de 55 ou de 57 ans. Oui. Faut-il réinstaurer l'autorisation administrative de licenciement comme dans les années 80 pour empêcher ça ? Ça, c'était vraiment l'enfer qui était pavé de bonnes intentions, hein, parce que ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au fait que les entreprises, du coup, recrutaient moins de personnes de peur de ne pas pouvoir les licencier. Voilà. Il faut se rendre compte que les pré-retraites, ça date depuis Barre. Depuis Raymond Barre. On a une représentation collective des seniors dans le monde du travail qui est totalement surdéterminée par le fait qu'on se dit qu'à partir de 50 ans, on n'a plus sa place. On n'est plus bon à rien. Oui. Et ça, c'est inacceptable. Il faut pouvoir avancer là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a des entreprises qui, à titre facultatif, travaillent aujourd'hui sur un index senior, non pas pour du name and shame, mais pour pouvoir avoir un indice d'amélioration continue, voire sur les recrutements, la formation professionnelle, l'adaptation des postes de travail,
la prise en compte de l'usure et de la pénibilité, comment est-ce qu'on améliore. Il y a des choses aujourd'hui, ça c'est de l'usine à gaz, les cumuls emploi-retraite où on cumule pour la gloire sans pouvoir améliorer sa situation de retraite si on veut travailler passer l'âge de la retraite. Le sujet de la retraite progressive, c'est des choses qui ne marchent pas parce qu'elles sont trop compliquées et je pense que ce sont des choses qui seront simplifiées pour être plus incitatives dans ce texte, comme l'a dit Madame Borne il y a 2 semaines dans une interview au Parisien. Alors vous êtes député depuis 6 mois. Oui. Vous aviez qualifié dans l'hémicycle le Rassemblement national de xénophobe. Vous aviez été sanctionné pour cela par la présidente de l'Assemblée. Vous maintenez votre analyse? Vous en avez reparlé avec la présidente? Ça s'est réglé? Alors, moi, je maintiens, je disais très exactement que suite à des amendements qui avaient été déposés par le Rassemblement national, que le Rassemblement national restait fidèle à son ADN xénophobe vieux de 50 ans, puisqu'il venait en plus de célébrer leur 50e anniversaire à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je maintiens, effectivement, malgré les démarches de notabilisation à marche forcée du Rassemblement national, qu'il n'y a qu'à voir les amendements ou les prises de position qui peuvent être déposées par le Rassemblement national, ça reste un parti de nature xénophobe. Mais vous n'avez pas été trop sanctionné pour ça? Il n'y a pas eu de... Non, j'ai eu un rappel à l'ordre et c'était le premier rappel à l'ordre que je recevais de ma vie. Voilà, mais je dois dire que j'en tire ni gloire, mais ni honte en aucun cas. Ça ressemble à ce que vous attendiez, cette vie dans l'hémicycle, ou est-ce que c'est beaucoup plus chaotique et fatigant que ce que vous pensiez? C'est physique. C'est physique. Il faut être là et rester longtemps. C'est physique, ne serait-ce que déjà par le bruit. C'est le bruit, quand on est dans l'hémicycle par rapport à ce qu'on peut entendre à la télé. Parfois, on a du mal même à entendre la personne qui parle au micro, ce qui n'est pas le cas à la télé où le micro est suramplifié. C'est physique parce qu'il y a une présence. C'est physique parce qu'il y a une tension, tout simplement. Moi, je note simplement, au-delà de ces anecdotes, qu'il y a des textes importants qu'on a réussi à faire passer, que ce soit sur l'assurance chômage, que ce soit sur les énergies renouvelables plus récemment, une loi très importante sur l'organisation et la programmation du ministère de l'Intérieur avec plus de gendarmerie, la création de gendarmerie mobile, là où ces 30 dernières années on peut travailler en majorité relative. On peut travailler en majorité relative, que ce soit avec la droite ou que ce soit avec la gauche. Ça, on l'a vu sur les énergies renouvelables où on a pu aussi avancer, soit sur de l'abstention, soit sur du soutien. Astrid Panosyan-Bouvet, merci et bonne journée. Merci.